Bien, merci Monsieur le Président. Quelques mots d'abord sur l'intervention de plusieurs groupes sur la question de Sanofi, pour rappeler que Sophie Gauguin et vous-même, Monsieur le Président, dès vendredi, ont rappelé la question de souveraineté économique qui se posait sur cette question. En ce moment même, Nathalie Porte, notre collègue, est à Lisieux avec les ministres pour accueillir les ministres et faire passer ce message de souveraineté économique et demander des garanties à minima sur cette question essentielle. La séance plénière d'aujourd'hui ça a été largement dit, marquée par la question budgétaire. La confiance, chers collègues, elle ne peut se décréter. Elle se construit dans le dialogue, dans l'écoute, dans le sens du respect. La situation dramatique que connaît notre pays appelle en effet des efforts partagés. Ces efforts seront d'autant plus partagés qu'ils auront été concertés et seront d'autant plus consentis ensuite par l'ensemble des collectivités s'ils ont été précisément concertés. Et aujourd'hui, le sentiment qui est celui des collectivités territoriales, il est partagé entre l'injustice et la responsabilité. L'injustice parce que, à l'évidence, ce que le gouvernement propose en l'état avant la discussion parlementaire repose sur une erreur d'analyse, puisque 2% de prélèvement de recettes sur les 450 grandes collectivités, sous-entendu ces collectivités sont les plus riches, c'est une erreur. Les 450 collectivités qui sont à plus de 40 millions de dépenses de fonctionnement ne sont pas nécessairement dans notre pays celles qui ont des marges suffisantes. Erreur d'analyse parce que, à l'évidence, cela va se traduire et très rapidement par la révision d'un certain nombre de plans pluriannuels d'investissement, donc la contraction d'investissement stratégique pour le service public, donc une baisse de la croissance et donc une baisse des recettes publiques à venir. Et elle repose en plus, cette proposition, en plus d'être une erreur d'analyse, sur une facilité de raisonnement. Il est facile de dire, d'expliquer aux Français que 5 milliards sur les 60 milliards demandés, ce n'est finalement pas grand-chose, alors que dans des collectivités comme la région, où par définition la dépense est contrainte, cela se traduit très clairement par des mesures d'économie, le président l'a dit, sur la formation en particulier. Alors, oui, clairement le sentiment d'injustice, il est marqué par le fait qu'avec 8% de la dette et 70% des investissements publics dans le pays, on a le sentiment d'être pointé du doigt. Et ce sentiment, il est aujourd'hui totalement contre-productif pour permettre une réduction de la dépense publique. Car oui, les collectivités, par ailleurs, sont dans une situation aujourd'hui de responsabilité. Nous sommes responsables face à la situation que connaît notre pays. Et nous devons l'exemplarité dès lors que l'État lui-même est exemplaire. Le double choc auquel nous appelons aujourd'hui, bien évidemment dans un contexte législatif qui ne permet pas l'ampleur de ce choc, c'est d'abord un choc de débureaucratisation. Mais oui, monsieur l'orphelin, je veux revenir sur ce que vous avez dit, précisément. Parce que ce choc de débureaucratisation, et je voudrais le démontrer en quelques instants, il est une nécessité. La production normative que nous vivons est aujourd'hui quasiment maladive. La production normative, elle aboutit à multiplier les observatoires, les commissions, les doublons, les réunions de coordination, pour ensuite, finalement, se demander le temps qui a pu être perdu dans ces réunions. Eh bien, moi, je voudrais citer des exemples. L'exemple précis, je l'avais donné après la crise agricole. Une des réponses de l'État a été de proposer la création d'un observatoire de la haie, doté de plusieurs millions d'euros, de nouveaux collaborateurs. Comme si, d'ailleurs, la seule réponse à une crise devait se traduire par une dépense publique supplémentaire et un nouvel organisme. Et je voulais donner un autre exemple dans un sujet que je connais bien sur la formation et l'emploi. Le nombre d'interlocuteurs aujourd'hui dans cette politique, eh bien, il est phénoménal. Au point d'oublier le bénéficiaire final, en définitive. Il y a les OPCO qui interviennent, il y a Transition Pro qui intervient, France Travail, l'État, les régions, en définitive, on pourrait d'ailleurs citer d'autres organismes, et on se retrouve dans les commissions, on essaie de trouver des solutions de coordination, mais avec ce souci du bénéficiaire final qui finit par s'estomper du fait de cette multiplicité d'acteurs. Nous attendons, nous collectivités, un État facilitateur, pas un État qui vient complexifier les choses à coup de multiplicité de structures. Donc j'assume de considérer qu'un choc de débureaucratisation est plus que jamais nécessaire dans notre pays, et il n'y a ni facilité ni démagogie à le dire, c'est une réalité quotidienne que nous vivons dans les collectivités publiques.
Choc de décentralisation, par ailleurs. Oui, le service public, précisément, il sera d'autant plus efficace que si les guichets sont davantage unifiés et que le bénéficiaire final peut s'y retrouver. La décentralisation, bien sûr qu'une nouvelle étape puissante s'impose plus que jamais, avec le souci, en définitive, que le bon sens, le quotidien revienne réellement aux collectivités territoriales pour que l'État soit de nouveau fort, là où il est devenu une machine qui tourne à vide. Et je voudrais le dire avec force, ce n'est pas la flambée de la dépense publique et jamais l'augmentation de la dépense publique qui peut permettre de mesurer l'efficacité de la dépense publique. Parce que j'entends ce que les uns et les autres ont dit, mais on a le sentiment parfois qu'augmenter un budget de 5-10%, c'est la réussite d'une politique publique. Eh bien c'est faux. C'est totalement faux. Aujourd'hui, le déclassement que ressentent les Français sur le plan national comme sur le plan local, il est un déclassement extrêmement fort. On pourrait citer l'exemple de l'école. 93% des élèves de CM2 aujourd'hui, 93%, dans une épreuve de calcul, n'atteignent pas le niveau médian de 1987. Le déclassement, il est en réalité vertigineux. Il l'est sur la sécurité, il l'est sur l'influence extérieure de la France dans le monde. Le déclassement au niveau local, il est bien réel sur notre art de vivre, sur la complexification des services et la dématérialisation parfois outrancière. Oui, ce que nous attendons de l'État, c'est la clarification des politiques. On pourrait citer l'exemple de l'orientation, qui est, je trouve, un bon exemple. Jamais nous n'avons dépensé autant dans les politiques d'orientation. Jamais. Il y a eu des milliards et des milliards à coups de réformes qui ont été mises. Et pourtant, jamais le niveau de reproduction sociale n'a été aussi élevé dans le pays. Donc si la dépense publique suffisait à faire la réussite d'une politique, je pense que la France serait championne du monde en matière d'égalité des chances, ce qui n'est pas du tout le cas. Et qu'a fait l'État en 2018, plutôt que de clarifier cette compétence nécessaire, eh bien, il a transféré aux régions l'information sur les métiers tout en conservant les CIO et l'accompagnement scolaire des élèves. Personne ne peut en réalité se retrouver dans des réformes qui ne vont pas jusqu'au bout de la clarification. Laurent Bouvet a cité à juste titre l'exemple de l'apprentissage. La politique de l'apprentissage, elle est passée de 4 milliards lorsque les régions le géraient à 20 milliards d'euros aujourd'hui. Alors certes, il y a eu plus d'apprentis, mais avec combien de ruptures ? 30% en moyenne dans des secteurs qui montent parfois jusqu'à 50%, avec un double effet, à la fois d'éviction et un effet qui a été également un effet d'optique sur les chiffres, puisque la hausse se fait essentiellement et même massivement dans l'enseignement supérieur. On passe de 4 à 20 milliards pour passer de 450 000 à 850 000 apprentis, avec une efficacité d'une politique publique qui est aujourd'hui enfin regardée en face. Alors oui, bien sûr, et Laurent Bonnetter a raison de le dire, personne ici ne peut souhaiter l'échec du gouvernement. Parce que miser sur l'échec du gouvernement, c'est miser sur l'échec de la France et donc des Français. Personne aujourd'hui ne peut sérieusement miser sur cet échec et nous devons, en responsabilité, faire des propositions face à la gravité que nous connaissons. Mais je voudrais avoir quand même un message d'optimisme, parce que notre collectivité qui va devoir ajuster, évidemment, compte tenu de la situation comme d'autres collectivités, elle a un niveau d'investissement dont on verra avec Virginie Carollo-Luttrau cet après-midi qu'il est très élevé, 600 millions d'euros, c'est 2 fois plus que les 2 régions Normandie lorsqu'elles étaient séparées. C'est un haut niveau d'investissement qui nous permet de préparer l'avenir. C'est par ailleurs des politiques très concrètes qui se déploient dans les lycées avec des investissements massifs et la politique du pacte numérique. Plusieurs d'entre nous ont pu constater des lycéens qui étaient heureux de recevoir de nouveau leur ordinateur cette année. Nous sommes à plus de 120 000, 40 000 supplémentaires cette année en fonds propres cette année de la région. C'est une politique publique qui est réussie parce qu'elle est concrète pour les lycéens et donc elle favorise l'égalité des chances. Oui, la région mise sur l'enseignement supérieur et la recherche parce qu'il y va de l'avenir de la jeunesse de Normandie et elle continuera de le faire. Oui, les politiques que nous avons menées sur le ferroviaire rencontrent aujourd'hui des indices de satisfaction de plus de 90% sur la satisfaction voyageur, comme la capacité d'un voyageur à recommander le train à 95% à un proche. Oui, l'agriculture, nous assumons nos choix, monsieur l'orphelin, une politique qui, en effet, ne soutient pas un modèle plutôt qu'un autre, le bio plutôt que le conventionnel, parce que nous soutenons toutes les formes d'agriculture, en considérant qu'une agriculture qui est une agriculture qui investit est aussi une agriculture qui prépare l'avenir et qui cultive aussi le savoir-vivre dont je venais et le bien-vivre sur nos territoires. Alors nous aurons aujourd'hui, et je terminerai par là, un sujet de consensus, je le crois, et un sujet d'avenir. Le sujet de consensus, il est sur la ligne Nouvelle Paris-Normandie, nous allons en parler dans quelques instants. Il y a des raisons de se réjouir lorsqu'un sujet d'intérêt général comme celui-là peut rassembler au-delà des sensibilités politiques et démontrer la capacité de la Normandie à savoir se réunir sur un enjeu aussi essentiel pour notre avenir. Et d'avenir, il en sera question dans une condition
on le sait, qui ne sera pas le consensus absolu, mais qui sera largement majoritaire sur la question du 3NC. C'est quand même un exemple dont on va parler dans quelques instants, qui est un exemple de politique publique parfaitement réussie, où nous sommes en situation, parce qu'il y va de l'intérêt général de la jeunesse de Normandie, eh bien de nous unir, comme de l'avenir de ces demandeurs d'emploi, de nous unir éducation nationale, État, formation professionnelle, filière, politique de l'orientation avec l'agence. C'est un projet qui a à la fois une dimension nationale à laquelle la région de Normandie est fière de contribuer. Nous sommes fiers de contribuer à la souveraineté énergétique de notre pays. Et c'est un projet normand qui, pour des milliers de créations d'emplois, se prépare aujourd'hui avec des formations qui vont, et on va le voir dans quelques instants, commencer. Voilà en quelques mots le message que je voulais porter au nom de la majorité régionale. Je vous remercie. Merci beaucoup.